Bonjour à tous, nous sommes donc là aujourd'hui réunis pour une autre séance des grands de la CHBT avec Fabrice Muscari en tant que représentant de la présidence de l'association. Le sujet d'aujourd'hui est donc la résécabilité des métastases hépatiques d'origine colorectale. Ce sera le docteur Nguyen Albert, docteur junior dans notre service, qui va vous présenter les dossiers, avec la participation de Michel Dupeux et Thierry Debert en tant qu'oncologue médical et radiologue interventionnel. Nous avons le plaisir d'avoir le docteur David Fuchs en tant qu'expert chirurgien hépatobiliaire qui va commenter ces dossiers. Donc, je laisse la parole à vous et juste avant de commencer la présentation du dossier, je vous invite à utiliser la session questions-réponses. On essaiera de répondre au mieux, d'organiser au mieux le diaporama pour répondre au maximum des questions. C'est à toi la parole. Bonjour à tous, je vous présente un dossier des métastases hépatiques d'origine colorectale. Madame R, 59 ans, devant l'apparition d'une asthénie avec une cholestase anictérique, son médecin traitant prescrit un scanner thoraco-abdominopelvien qui montre un foie multinodulaire avec un épaississement de la paroi sigmoïdienne. C'est la raison pour laquelle elle a une coloscopie qui montre une lésion tumorale à 15 cm de la marge anale, franchissable, pas d'autres lésions associées. L'examen est complet. Des biopsies confirment un adénocarcinome moyennement différencié au profil MSS, absent de mutation RAS ou RAF. À l'examen clinique, elle est bon état général, avec pas de perte de poids, transit conservé. Sur le bilan biologique, le bilan hépatique est correct, en dehors de cholestase à 2 fois la normale, avec une hémoglobine à 11,5. Voici l'image de scanner thoraco-abdominopelvien qui montre à l'étage thoracique un nodule pulmonaire droite de 5 mm et à l'étage abdominal, il existe plusieurs lésions hépatiques, environ 20 lésions, la plus volumineuse qui est au niveau du segment 8 au contact de la veine hépatique droite, la deuxième lésion qui est au niveau du segment 2 au contact de la veine hépatique gauche, comme vous voyez sur l'image. La troisième lésion qui est au contact de pédicule portale, qui est au contact de pédicule portale gauche. Ici, vous voyez, et une autre lésion au niveau du segment 5 en dessous de pédicule portale droite, ici. Il n'y a pas d'argument pour carcinose péritonéale. Vous voyez sur le scanner aussi l'image de épaississement de la paroi sigmoïdienne au niveau du tumeur primitif, ici. Sur le TEP scanner, il y a hyperfixation au niveau de sa tumeur primitive sigmoïdienne et multiples fixations au niveau du foie, pas d'autres fixations extra-hépatiques, de nodules pulmonaires non fixés avec des marqueurs tumoraux au diagnostic à 386. Donc, au total, il s'agit d'une femme de 59 ans, bon état général. Elle présente un cancer de la charnière recto-sigmoïdienne asymptomatique avec des métastases hépatiques bilobères synchrones et un nodule pulmonaire suspect de 5 mm, profil MSS, pas de mutation, l'ACE à 386. Donc, à ce stade-là, la première question qu'on se pose, c'est quelle est la résécabilité de ces métastases hépatiques de cette dame. La classification de résécabilité de l'oranchis datée il y a 20 ans reste pertinent. Elle comporte en 3 classes: résécabilité évidente, résécabilité possible et non résécable, en associant avec des facteurs de pronostic défavorables comme la taille élevée supérieure à 5 cm, le nombre de lésions maladies bilobères et l'ACE plus élevé. Et pour rendre la homogénéité dans la prise en charge des patients, l'ESMO a essayé d'associer des critères strictement techniques à des critères d'ordre oncologique comme la résécabilité des maladies extra-hépatiques, le nombre de métastases élevées au-delà de 5 métastases hépatiques ou la progression tumorale sous la chimiothérapie.
Cependant, la définition de la résecabilité reste hétérogène dans la pratique courante, comme montré dans cette étude canadienne. Vous voyez ici le taux de résecabilité entre un oncologue médical ou un chirurgien colorectal, c'est la même chose, environ 50%, qui passe à 92% si la résecabilité est jugée par des chirurgiens hépatobiliaires. Cette hétérogénéité qui est liée à nombreux facteurs comme le maladie bilobère ou le nombre de lésions ou la taille de lésions. Cette problématique persiste au sein des chirurgiens hépatobiliaires qui est démontrée dans cette étude. Les patients sont sélectionnés des études randomisées phase 3 KERO qui consiste à évaluer chez presque 500 patients avec évalué dans un premier temps par des radiologues, après par des chirurgiens hépatobiliaires, le composant de 19 chirurgiens hépatobiliaires. Donc, dans cette évaluation, ils ont montré qu'ils sont d'accord entre eux sur le taux de résecabilité seulement dans 50% des patients. Le désaccord entre eux, c'est encore plus élevé en cas de réévaluation après le traitement de chimio d'induction. En tout cas, si c'est résecable pour les tumeurs, pour les métastases hépatiques, les stratégies thérapeutiques concernant les techniques chirurgicales sont très variables entre hépatectomie en un temps, en 2 temps ou stratégie d'épargne parenchymateux qui sont très variées sur cette image. On sait déjà, on connaît désormais, il existe un lien entre le taux de résecabilité et le taux de réponse à la chimiothérapie d'induction. Dans cette revue systématique qui montre plus le taux de réponse plus élevé, plus la résecabilité qui est plus élevée. En plus de ça, on a démontré que dans les études qui sont bien définies, le taux de résecabilité à 40% environ par rapport à des études avec les critères de résecabilité qui est non définis seulement à 11%. Dans la situation plus complexe, la clé du traitement initial repose sur l'efficacité de la chimiothérapie. Le choix de la chimiothérapie doit répondre à certains prérequis comme l'utilisation du traitement plus efficace dès que la première ligne de chimiothérapie en raison de leur réponse. Vous voyez sur ce tableau, le taux de réponse s'est élevé entre 40 à 60% dès que la première ligne de chimiothérapie et au fur et à mesure différentes lignes, on observe une réduction de taux de réponse. Pour une durée limite de traitement, la poursuite de chimiothérapie au-delà de 9 cycles, qui est associée à une augmentation significative de l'efficacité de toxicité, de hépatotoxicité en termes de SOS, se traduisant un risque plus élevé d'insuffisance hépatocellulaire post-opératoire. Également, vous pouvez voir ici sur cette image une étude de l'équipe de Beaujon qui montre au-delà de 12 cycles qui augmente le taux de mobilité au-delà de 55% et le taux de mortalité presque aux alentours de 20%. Retournons à notre patient, une femme de 59 ans. Il y a un cancer du côlon gauche, pas de mutation, MSS avec des métastases hépatiques bilobères avec un nodule pulmonaire unique synchrone, la tumeur primitive en place. Notre RCP a évalué que la maladie hépatique considérée comme non résecable, on a décidé de faire une chimiothérapie d'induction avec une réévaluation entre 2 et 3 mois, pas de chirurgie de la tumeur primitive d'emblée car elle est asymptomatique. Donc, peut-être là, on peut faire une première pause si vous êtes d'accord. Peut-être David donner son avis concernant les dossiers.
Ouais, moi, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit. Hein. C'est-à-dire que là, comme ça, quand on voit la taille des lésions et la localisation des lésions sur l'imagerie initiale, on est un peu inquiet. Et même si on attend une réponse importante, eh bien, on est content de voir. On est quand même content de voir des très très bonnes réponses, mais c'est une situation un peu ambitieuse, un peu ambitieuse. Est-ce que c'est des dossiers intéressants dans le sens où s'il y avait 7 métastases pulmonaires, il n'est pas exclu que Michel Ducreux se pose vraiment la question de la pertinence d'une stratégie ambitieuse. Il n'est pas totalement impossible qu'on se pose aussi la question si tu avais un doute sur la carcinose. Mais tout ça, vous l'avez éliminé, en fait. Et la maladie, elle est quand même très, 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 très hépatique. Hein. C'est ça, tout. Oui. D'accord. Le professeur Ducreux a un avis, mais… Oui, j'ai un avis, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire David. S'il y avait eu cette métastase pulmonaire, là, pour le coup, on aurait été face à une maladie systémique, donc quelque chose de très compliqué au niveau hépatique, même en cas de bonne réponse, plus quelque chose de très compliqué au niveau pulmonaire. Ça arrive malheureusement la sanction que ces patients doivent être traités médicalement. Alors, on a ces RAS sauvages, RAF sauvages, donc c'est un groupe de patients pour lequel médicalement maintenant, en plus relatively fois limitée, l'espérance de survie avec un traitement uniquement médical, la médiane de ces patients-là, elle est de l'ordre de 40 mois. Donc, sur un plan médical, on a quand même quelque chose de pas trop nul à leur offrir. Bon, même si 59 ans, c'est jeune, donc 59 plus 4, ça fait 63 ans. C'est pas génial. On aimerait offrir mieux, c'est évident. D'où l'intérêt potentiel de stratégies qui soient des stratégies combinées, mais si elles ont un sens sur le plan oncologique. Aller faire une chirurgie de combat hépatique s'il y a 8 métastases dans le poumon, moi, c'est effectivement, ça me paraît pas raisonnable sur un plan oncologique. Après, pour compléter un peu, il y a un argument en particulier dans ces patients avec un pronostic qui était un peu meilleur. C'est le temps. C'est quand même un très, très, très bon allié. Et c'est vrai que, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que ces mutations, elles nous donnent un peu le degré d'urgence de la stratégie. C'est-à-dire qu'effectivement, chez ces patients qui sont pas mutés, on sait qu'on a du temps. Vous avez 42 mois de médiane de survie, c'est colossal. Et en fait, on n'est pas très pressé. Alors, effectivement, tout ça… Et en fait, ce qu'il faut chercher, c'est la fenêtre de tir en disant peut-être que là, c'est le bon moment, peut-être que là, ce n'est pas le bon moment encore. Et on a ce luxe, parce qu'effectivement, quand les maladies sont un peu plus agressives que ça, on n'a pas ce luxe. Et en fait, le temps n'est pas notre allié. Et je pense que là, c'est cette patiente de 59 ans, on a un peu de temps de voir un peu comment ça se passe. Et même quand il y a des métastases pulmonaires, effectivement, la stratégie est peut-être un peu différente, mais… Si on sent que ça va prendre du temps pour répondre et que ça va répondre, on peut se laisser un peu de temps en disant, bah voilà, on va clairement sur un dossier comme ça discuter la chirurgie, la chirurgie, on va discuter déjà la stratégie sur le plan hépatique, et puis ensuite on discutera de la tumeur primitive, et puis enfin des lésions hépatiques éventuellement. Mais il y a clairement une question de temporalité. On n'est pas hyper pressé, on a surtout besoin d'une réponse majeure. Je suis d'accord que la stratégie, elle s'affine avec le temps, à condition que ces dossiers-là soient rediscutés régulièrement chaque fois qu'il y a une imagerie en réunion de concertation pluridisciplinaire, ce qui est un point, à mon avis, absolument fondamental. Et dans le même sens, il y a une question de la part de la salle qui dit quels sont les défis pour définir la résicabilité hépatique futile des métastases hépatiques dans un traitement à visée curative. Je pense que le concept temps s'applique bien à ce type de questions parce que finalement, il n'y a pas de résection futile lorsqu'on confirme que ça répond. Ouais, c'est ça. Faire. Donc, le temps, effectivement, c'est vraiment la première étape. Donc, si on retourne… Il y a 10 ans, Max, tu te rappelles, on avait fait une espèce de conférence de consensus à Lille sous la houlette de François-René Pruvot et pour essayer d'organiser une espèce de critères pour savoir un peu qu'est-ce que ça voulait dire résécable. Et effectivement, ce que nous a dit tout à l'heure, à savoir que dans 50% des cas, en fait, les gens ne sont pas d'accord. C'est vrai, chez les chirurgiens hépatobiliaires, on avait mis plusieurs binômes. On a fait des binômes chirurgiens hépatiques et radiologues hépatiques. On les avait fait travailler par équipe et même on avait changé les radiologues en fonction du centre. Et puis, on est arrivé à proposer plusieurs dossiers que nous avait proposé Michel Rivoire à Lyon. Et puis, on était arrivé
à définir des critères qui nous disaient que là, on n'irait jamais à la chirurgie. Et en fait, il y avait deux critères qui sortaient dans ce qu'on avait fait l'analyse de tout ça. Je pense que Fabrice s'en souvient très bien. C'était l'absence de segments épargnés. Ça, c'était un critère qui, quand il n'y a aucun segment qui est épargné, disons que c'est pas exactement la même réflexion. Et puis, alors c'était des critères purement chirurgicaux, purement chirurgicaux basés sur la radiologie. Et donc, très clairement, ce que disait Max sur le temps et ce que disait Michel sur la réponse à la chimiothérapie, effectivement, n'était pas totalement pris en considération. C'était vraiment sur une question purement technique. Eh bien c'était l'envahissement de la confluence cavo-sous-hépatique, le fait que les 3 veines sous-hépatiques soient touchées. Ça, c'était un critère globalement assez bien, assez retrouvé dans les différents binômes, que les trois veines hépatiques sont touchées et qu'aucun segment ne soit épargné. C'était les deux seules choses. Pour tout le reste, ça dépendait d'autres critères. Effectivement, les discussions étaient, mais peut-être que cette lésion qui est proche du pédicule du 3, elle va peut-être s'éloigner un peu, peut-être qu'on pourra faire des résections, et je pense que tout va nous en parler avec des marges un peu plus limitées, mais probablement des résultats intéressants quand même. Mais c'était ça les critères techniques, les critères d'ordre technique, c'était l'envahissement de la confluence cavo-hépatique et l'absence de segments épargnés. Et donc, je vous propose de poursuivre avec la prise en charge médicale, parce que c'est la décision de la RCP, c'était donc de passer par une chimiothérapie d'induction. Donc, c'est Michel Ducreux qui va prendre la parole. Oui, on va évidemment parler un petit peu chimiothérapie. Alors, cette diapositive, elle a déjà été présentée, donc tu peux la faire avancer, Max, avec l'animation. Moi, ce sur quoi je voudrais insister en tant qu'oncologue, c'est qu'on voit très bien qu'il y a une certaine, et c'est assez, pour le coup, c'est quelque chose de médical qui répond assez au bon sens, c'est-à-dire que plus on obtient des réponses objectives, plus on a de chances de mener le patient, de proposer le patient à une chirurgie et que cette chirurgie puisse être réalisée dans de bonnes conditions. Donc, c'est pour ça que au cours de ma carrière, j'ai vu évoluer les chimiothérapies de plus en plus. On est parti du 5FU qui donnait moins de 20% de réponses objectives et maintenant, avec des trichimiothérapies plus des thérapies ciblées, on arrive à des taux de réponse qui sont de l'ordre de 80%, comme on le voit par exemple dans l'étude de METEP2, ça c'est l'étude METEP1, mais il y a encore mieux dans l'étude METEP2 qui a été publiée par Marc Ichou récemment. Diapositive suivante. Alors on s'est battu pendant des années sur des questions qui étaient des questions très chimiothérapiques, qu'est-ce que je dois faire, enfin des phases 2, enfin pas grand-chose en fait en termes de bonne qualité. Et il a fallu attendre les résultats de ces études qui ont été publiées, de l'étude Kero 5, qui est vraiment pour moi une étude d'une très bonne qualité, qui est une étude fondamentale pour gérer cette problématique de la chimiothérapie d'induction, qui a été réalisée par les Néerlandais, qui arrivent vraiment à faire de bonnes études. Alors pourquoi c'est une bonne étude? D'abord parce qu'elle repose sur une bonne méthodologie, c'est-à-dire qu'ils ont fait des panels chirurgicaux pour évaluer ensemble et décider ensemble de la résécabilité ou non des métastases hépatiques dans les cas qui étaient proposés pour la randomisation dans ces études. Et donc, c'est quand même un effort qui est un effort assez considérable quand on voit la façon dont on peut travailler dans nos hôpitaux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est extrêmement intelligente dans cette étude Kero 5, c'est qu'ils ont fait une randomisation qui est une randomisation adaptée à des critères de gravité. Donc, ils ont mis, on va y revenir, donc à gauche, à droite de cette diapositive, ou à gauche, je ne sais plus, face à ces écrans, on ne sait plus où on est. Enfin, en tout cas, il y a sous la flèche verte, ce qui a été présenté à l'ASCO 2022, c'était des malades à plutôt mauvais pronostic, c'est-à-dire une tumeur primitive à droite et une mutation de RAS ou de BRAF, ce qui n'est pas le cas de cette patiente. Et à gauche, présenté tout récemment à l'ESMO en septembre à Paris, le groupe de population auquel appartient notre patiente, c'est-à-dire pas de mutation RAS et un cancer du côlon gauche. Pas de mutation RAS, pas de mutation RAF et un cancer du côlon gauche. Et on voit que selon le groupe de patients haut risque ou bas risque, ils ont présenté une randomisation qui était un peu différente. Évidemment, quand il y a des mutations, on met du bevacizumab et on n'utilise pas d'anti-EGFR. Et puis, du coup, ils ont comparé avec du bevacizumab, soit un doublet de chimiothérapie, que ce soit du Folfox ou du Folfiri, versus la triple chimiothérapie plus bevacizumab. Et diapositive suivante, on a les résultats de cette étude-là. Et ça montre que dans ce groupe de patients, donc je rappelle, ce sont des patients qui ont une mutation de RAS
et une mutation de RAF ou des patients qui ont un cancer du côlon droit, on voit que la trichimiothérapie apporte un bénéfice à ces patients associés à du bevacizumab. Donc, c'est des malades pour lesquels il faut taper fort, je dirais. Il faut qu'ils soient relativement fit, mais enfin, en l'occurrence, la patiente qu'on a présentée est relativement fit. Diapositive suivante. Si on se focalise donc sur le groupe auquel appartient cette patiente, qui est donc une patiente qui avait plutôt des facteurs de bon pronostic, pas de mutation RAS, pas de mutation RAF et un cancer du côlon gauche, on sait que l'utilisation des anti-EGFR dans cette population-là a été validée par de nombreuses études. Donc, il y a un intérêt potentiel à l'utilisation des anti-EGFR, mais aussi du bevacizumab. Et donc là, ils ont proposé un traitement. Il y a une erreur, à mon avis, sur cette diapositive. Ils ont proposé, là encore, une comparaison entre chimiothérapie. Je crois qu'il y a une erreur sur cette diapositive. Enfin bon, peu importe. Diapositive suivante. Et donc, non, c'est bien ce que je pensais, il y a une erreur sur cette diapositive. Revenons à la précédente. Oui, c'est ça, il y a bevacizumab dans les deux. En fait, ils ont proposé une comparaison entre Folfox, Folfiri, bevacizumab versus Folfox, Folfiri, panitumumab. Dia suivante. Voilà, c'est une bichimiothérapie, donc le schéma est faux, c'est une bichimiothérapie plus du beva versus une bichimiothérapie plus du panitumumab. Bon, c'est bien balancé entre les deux, donc c'est le groupe auquel appartient cette patiente. Il y avait encore quelques malades chez lesquels on trouvait une mutation de BRAF à ce moment-là un peu tardivement, ça arrive de temps en temps. Vous voyez, des métastases potentiellement résécables dans 80% des cas. Une majorité de ces patients, près de 90%, ont eu plutôt de l'oxaliplatine que de l'irinotécan. Donc, c'est en gros une comparaison très claire d'oxalip-folfox plus beva versus folfox-pani, et une minorité, c'est folfiri-beva versus folfiri-pani. Dia suivante. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que en fait, ça marche à peu près aussi bien, le doublet plus bevacizumab versus le doublet pani. C'est même un peu surprenant parce que les études antérieures avaient plutôt rapporté une plus grande efficacité du panitumumab en tout cas de réponse objective, mais on voit qu'en termes de survie sans progression, c'est tout à fait la même chose. Il n'y a pas moyen de différencier les deux types de traitements. Donc, on a ces deux options. Dia suivante. Et on voit que la profondeur de réponse, en revanche, c'est bien ce que je vous disais à propos des anti-EGFR, qui sont véritablement des antitumoraux par rapport au bevacizumab, qui est plutôt un dévascularisateur, donc qui entraîne plutôt des modifications de la nature même des métastases. Et ben on voit qu'avec le panitumumab, on induit plus de réponses, et ça se voit en termes de réponse objective, 76% versus 52%. On atteint des très hauts taux de réponse, sans avoir besoin d'infliger à ces patients une trichimiothérapie. Et en ce qui concerne la profondeur de réponse, vous voyez, elle est également supérieure, au prix évidemment d'une toxicité cutanée qui est plus importante. Enfin, ça, c'est inhérent à la molécule elle-même. Dia suivante. Les résections, alors c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a plus de réponses. Donc, moi, en tant qu'oncologue médical, je suis content quand je vois une réponse, je suis content de le montrer à mes malades. Et puis, je suis content aussi parce que je me dis, quand je vais représenter le dossier de ce patient à la RCP suivante, eh bien, les chirurgiens vont également être contents parce qu'ils auront la possibilité, une marge de sécurité supplémentaire, plus de résections potentiellement. Donc, la réponse est quelque chose, et une espèce de graal qu'on cherche à atteindre en tant qu'oncologue médical dans les métastases de cancer colorectaux pour permettre ensuite aux chirurgiens de faire l'intervention chirurgicale qui va guérir les patients, éventuellement aidés par le radiologue interventionnel d'ailleurs. Et on voit que dans cette étude, et c'est intéressant, encore une fois, c'est une étude randomisée, bien faite, avec des dossiers tous vus par un panel et tous analysés, etc. Je n'ai pas mis la méthodologie de la réalisation de l'étude, mais c'est vraiment une méthodologie sérieuse. Bon, ce n'est pas encore publié. Et vous voyez que, paradoxalement, il n'y a pas eu plus de résection avec le panitumumab, alors qu'encore une fois, il était responsable de plus de réponses et plutôt d'une réponse un peu plus profonde. Donc, alors qu'on a des effectifs de patients, alors qui sont certes pas considérables, on aimerait avoir 2000 patients dans ces études, mais enfin, on a tout de même des études qui portent sur plus d'une centaine de patients dans chaque groupe, donc c'est pas trop mal. Dia suivante. Alors, la conclusion de cette étude, c'est qu'à mon avis, elle apporte pas mal d'informations. Il n'y a pas de doute, je pense, de toute façon, ça a été dit, sur un plan chirurgical, aller à une chirurgie immédiate sur un scanner comme celui qu'on a vu précédemment dans ce cas particulier, c'est aller au casse-pipe et apporter une toxicité sans aucun bénéfice potentiel pour la patiente.
Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est que si le fait d'avoir un anti-EGFR qui est le traitement de référence pour ces malades non mutés apporte plutôt plus de réponses, en termes de survie sans progression, il n'y a pas de différence. La survie globale, on n'a pas encore les résultats. On a plus de réponses avec les anti-EGFR, mais pas plus de résection. Donc, ça reste une option de donner une bichimiothérapie plus du bevacizumab. Moi, j'avoue que je continue à utiliser une bichimio plus des anti-EGFR parce que c'est la référence globale pour ce groupe de patients qui n'ont pas de mutation RAS et un cancer du côlon gauche. Dia suivante. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour cette patiente? Eh bien, évidemment, il manque une dia. Qu'est-ce qu'on a fait pour cette patiente? On l'a incluse dans le protocole Oscar, cette patiente de 59 ans. Alors, on dirait, qu'est-ce que c'est que le protocole Oscar? C'est relativement facile. Non, il en manque une, mais c'est pas grave, je me débrouille. J'ai l'habitude des petits plans, donc c'est assez intéressant quand on est vieux d'arriver à retomber sur ses pattes comme les chats. Donc, en l'occurrence, cette patiente, on l'a donc inclus dans le protocole Oscar. Alors, qu'est-ce que c'est que le protocole Oscar? Le protocole Oscar, c'est un protocole qui évalue le rôle de la chimiothérapie intra-artérielle par oxaliplatine. Pourquoi on l'a inclus? D'abord parce que le protocole était ouvert dans le service, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé sur la chimiothérapie intra-artérielle à Gustave Roussy. Donc, on avait vraiment envie de continuer à participer à cette étude parce que c'est une étude de phase 3 qui évalue l'intérêt de mettre l'oxaliplatine en intra-artérielle versus l'oxaliplatine en intraveineux. Là, j'ai toutes les diapos qui passent en même temps, donc ça devient un tout petit peu instable, mais c'est absolument pas grave. Donc, si on pouvait revenir à celle juste avant, voilà. Alors, la chimiothérapie intra-artérielle, elle reste quelque chose d'intéressant parce qu'il y a longtemps, vous voyez cette méta-analyse de 2009, on avait déjà montré que l'intra-artériel donnait plus de réponses objectives que l'intraveineux. Bon, c'était une époque révolue parce que l'intraveineux à cette époque-là, c'était en gros du 5-FU et pas tellement plus que ça. Donc, la question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il faut quand même. Désolé pour Thierry qui va présenter les modalités d'implantation des cathéters. Enfin, la chimiothérapie intra-artérielle hépatique, ça restera toujours plus enquiquinant quelque part pour les patients, pour tout le monde, pour les soignants, que de la chimiothérapie intraveineuse où j'envoie toutes mes molécules en IV et puis j'attends que ça se passe. Donc, il faut être sûr que ça sert à quelque chose. Alors, pourquoi on pense que ça sert à quelque chose, y compris avec les nouvelles molécules, dia suivante? C'est parce que l'oxaliplatine, quand on le met dans l'artère, ça fonctionne très bien. Et on avait notre première expérience, elle date maintenant du début des années 2000 et on avait publié ça et ça donne vraiment des survies sans progression qui sont très prolongées avec juste de l'oxaliplatine en intra-artérielle et du 5-FU. Chez ces patients dont certains avaient déjà reçu du 5-FU, on avait un taux de réponse qui était pas mal et surtout une médiane de survie sans progression qui était vraiment intéressant. Dia suivante, ça a été encore mieux quand on a rajouté des thérapies ciblées. Ça, c'est l'étude de David Malka qui est soumise à publication où là, vous voyez, les seuls qui répondent pas, il y a un patient qui répond pas et en fait, c'est un patient qui avait une tumeur BRAF mutée. Tous les autres, vraiment, pratiquement, ont une réponse. Donc, avec l'intra-artériel, on peut apporter à ces malades un taux de réponse qui est quasi de 100%. Enfin, bon, ou en tout cas, c'est vraiment l'impression qu'on a. Et avec, encore une fois, des médianes de survie sans progression qui sont très longues et qui n'ont jamais été atteintes par les traitements intraveineux. Hein. Les traitements intraveineux, en termes de médiane de survie sans progression, ils donnent au maximum 12 mois de survie sans progression. Vous voyez qu'avec l'intra-artériel, on a quand même beaucoup plus. Donc, ça nous laisse des espoirs de faire mieux que ce qu'on peut faire avec de l'intraveineux. Dia suivante. Un exemple, mais on montre toujours les beaux exemples. Vous voyez, ce malade, il était à la limite de la non-inclusion dans le protocole, celui-là. Il n'a jamais été opéré pour le coup. Hein. Mais il a vécu 4 ans, il a pu marier sa fille, Dia suivante. Et donc, c'est quand même, on a vraiment une puissance de feu qui est extraordinaire avec la chimiothérapie intra-artérielle hépatique. Et on cherche vraiment à démontrer que ça sert à quelque chose. Dia suivante. Et donc, pour le démontrer, c'est de se dire, ben voilà, on a positionné l'intra-artérielle. C'est peut-être encore mieux en termes d'efficacité que toutes les couleurs sont pas terribles. Je vous prie de m'excuser, mais d'une présentation à l'autre, elles changent. Le concept est toujours le même, c'est-à-dire, est-ce que la chimiothérapie intra-artérielle, par la puissance de feu qu'elle offre, par la rapidité de la réponse, je trouve que c'est quand même potentiellement le meilleur des traitements préopératoires parce que du coup, on n'abîme pas trop le foie, même si l'intra-artériel abîme un petit peu plus le foie que l'intraveineux, mais on peut faire un nombre de cures qui est un nombre de cures limité. La durée maximale, enfin la réponse optimale, elle est obtenue à partir de 4 à 6 cycles
Donc, ça permet vraiment de faire quelque chose de très intensif pour ensuite permettre une chirurgie. Mais bien sûr, ça doit être démontré. C'est pour ça qu'on continue à participer à ce protocole OSCAR. Dia suivante, qui est présenté, d'ailleurs, c'est l'ancien design. Enfin bon, en gros, c'est toujours exactement le même principe. Voilà, je rends la parole maintenant pour la poursuite de la présentation du cas, à moins qu'il y ait une discussion à ce stade de la présentation. Je pense qu'on peut poursuivre avec le diapo de Vert. Donc, cette patient est inclue dans le essai OSCAR. Elle est randomisée dans le bras expérimental en incluant l'oxaliplatine intra-artérielle en associant avec chimiothérapie intraveineuse de type 5FU et PANI. Je laisse la parole à professeur Debert. Donc, le principe, c'est de vous présenter comment sont posés ces cathéters intra-artériels. Ce qu'on voit à droite, c'est clairement la chambre implantée en fémoral, le cathéter qui rentre dans l'artère fémorale, qui remonte le long de l'aorte, qui descend dans l'artère hépatique et qui est mise en place à l'intérieur du foie. Alors, le descriptif de gauche est un peu plus facile à comprendre. Si tu pousses sur la flèche, on verra que l'extrémité du cathé est le plus souvent positionnée dans l'artère gastro-duodénale. Si tu appuies encore, on verra que le trou latéral du cathéter est positionné dans l'artère hépatique propre, dans sa portion terminale, afin de libérer la chimiothérapie juste dans l'artère hépatique propre. Et bien sûr, il faut aller fermer ensuite, et c'est ce qu'on voit sous forme de petits coils métalliques à droite, l'artère gastro-duodénale, pour qu'effectivement la chimiothérapie aille bien dans l'artère hépatique, et fermer toutes les petites branches qui naissent en aval. Et la branche la plus classique, c'est évidemment l'artère gastrique droite. Donc ça, c'est pour la théorie. On va voir maintenant la pratique, comment ça se passe. On va passer à la diapositive suivante. Donc, l'idée, c'est de vous montrer d'abord l'artériographie de départ. Donc, voilà l'injection dans l'artère hépatique commune, la gastro-duodénale. Pour ceux qui ont un œil un peu radiologique, ils vont voir la petite gastrique droite qui naît. Peut-être le faire repasser une fois et tu peux peut-être la montrer avec la souris. Elle est juste en aval de la gastro-duodénale. Là, voilà, super. Donc, c'est là, il va falloir emboliser cette petite branche parce que sinon, on va avoir une chimiothérapie intragastrique qui pose des problèmes d'ulcère et de perforation. Voilà le travail fini. Donc, le cathéter a été mis en place, il a été implanté. Hop, tu as juste sauté, ce n'est pas très grave, il faut que tu lances la vidéo. Le cathéter a été mis en place, il a été implanté. Donc, maintenant, on pique dans la chambre et quand on injecte dans la chambre, on voit bien la branche droite, la branche gauche de l'artère hépatique. Surtout, on regarde bien qu'on ne voit pas la gastro-duodénale, qu'on ne voit pas de gastrique droite, pas de perfusion gastrique. On voit d'ailleurs au passage une image qui est assez intéressante puisqu'on vous dit toujours que les métastases de cancer colorectal sont hypovasculaires. Je vous laisse regarder les deux artérioles de gauche. Vous voyez clairement les métastases qui sont en fait hypervasculaires. Vous voyez très bien les couronnes hypervasculaires autour des métastases. Donc, le cathé est en place, la chimiothérapie peut être réalisée. Il est important de savoir que, comme le disait Michel, la gestion de ces patients est plus enquiquinante, plus compliquée qu'un malade qui a de la chimio IV. Il va falloir contrôler le cathé régulièrement. Alors, régulièrement, c'est à peu près toutes les 2 cures, donc tous les mois. Plus souvent, si le malade, évidemment, présente des symptômes ou des douleurs. Et puis, le contrôle doit être fait par des gens qui ont l'habitude, parce que si vous regardez, par exemple, l'image de droite, évidemment, on a poussé très fort, on injecte à 1 millilitre seconde, vous avez un reflux dans l'artère splénique que vous n'aurez pas si vous injectez à la vitesse où on injecte la chimiothérapie, qui est de 1 millilitre minute, donc il suffit juste d'être bien positionné. Voilà, donc le cathé est en place, au chimiothérapeute de commencer le traitement. Donc, la patiente qui a eu la chimiothérapie de première ligne à oxaliplatine par voie intra-artérielle associée avec la chimiothérapie intraveineuse, PANI et 5FU, avec une tolérance initiale très correcte et une neuropathie sensitive à partir de 6e cure. Et on a trouvé au bout de 4e cure de chimiothérapie une perfusion extra-hépatique qui est montrée sur cette scintigraphie ici au niveau de duodénal. Je vais reprendre la parole. Alors, on fait les contrôles soit en angio, soit en scintille. Je n'ai pas honnêtement une très bonne réponse à vous donner sur quelle est la meilleure technique. La scintille est sûrement un peu plus sensible pour trouver des perfusions extra-hépatiques. Donc, quand un malade a mal, c'est pas mal de faire une scintille parce qu'ils voient souvent plus de choses que nous. Et ils vont nous guider ensuite pour aller trouver les artères qu'il faut de nouveau emboliser.
En fait, la nature est assez bien fichue. C'est quand vous allez boucher la gastro-duodénale, il y a des branches que vous ne voyez pas avant, comme par exemple une petite supraduodénale. Et là, si tu la fais passer, on a amené un micro-cathéter, on a mis un deuxième cathé, on a ponctionné à gauche. Vous voyez qu'on injecte une petite branche. Hop, tu peux revenir sur la vidéo, s'il te plaît. Oui. On injecte une petite branche d'idescente qui est une artère supraduodénale qui en fait était invisible sur la première artériographie, mais le fait d'avoir bouché la gastro-duodénale fait qu'elle s'est réouverte. Donc on va rentrer dedans, on va mettre quelques petites spires métalliques, on va boucher. Et puis si on regarde ce qui se passe sur la diapo du milieu, là c'est une artère un peu plus rare. C'est une artère gastrique gauche accessoire. Donc c'est une artère qui naît d'une artère de la pointe du foie, qui sort de la pointe du foie et qui va reprendre en charge l'estomac. Donc là, le cathétérisme, il est artère hépatique commune, artère hépatique propre, branche gauche de l'artère hépatique, segmentaire souvent du 3, et puis en aval, on va aller bouger cette branche qu'on voit très bien, on reconnaît très bien l'aspect curviligne de cette artère qui va vers l'estomac. Et puis si vous regardez maintenant l'image de droite, vous voyez qu'on a rajouté deux petits spires métalliques bien marqués par les flèches, celle-ci dans la supraduodénale et celle-ci dans la gastrique gauche accessoire, et le patient peut reprendre la chimiothérapie. Il faut savoir que le taux de réintervention, et c'est ce qu'on explique aux malades en consultation quand on les voit, le taux de réintervention de ces cathéters, il est entre 17 et 23%. C'est-à-dire que les malades qui ont un cathéter intra-artériel hépatique, il faut d'emblée leur expliquer d'abord qu'on va les contrôler. Si on les contrôle, c'est pour que ça serve à quelque chose, et souvent, ça sert à trouver la perfusion extra-hépatique, et on a à peu près un malade sur 5, un malade sur 4 qu'on va reprendre une fois ou l'autre pour bricoler une collatérale, repermaliser ou replacer un cathéter. Voilà, on peut repartir pour de la chimiothérapie. Les perfusions extra-hépatiques ont été réglées. Moi, si je peux me permettre d'intervenir à propos de la chimiothérapie intra-artérielle, d'abord, je partage complètement ton commentaire. Les enjeux scintigraphie, ça nous permet de repérer parfois des petites accumulations de produits sur des petites fuites, là où vous, en radiologie, vous avez un petit peu de mal à les voir. Et surtout, je voudrais insister sur le fait que la chimiothérapie intra-artérielle hépatique, ça doit être fait par un ensemble de personnes habituées, et ça va de, effectivement, les médecins nucléaires, les radiologues interventionnels, les chirurgiens, les oncologues médicaux, et surtout, je dirais, les infirmières du service d'oncologie médicale. Moi, il y a un savoir qui se transmet dans mon service depuis maintenant pratiquement 25 ans. Alors, il n'y a plus de vieilles infirmières dans les services, donc il faut que ça se transmette, parce que la moyenne d'âge du service, c'est 25 ans, justement. Donc, heureusement que les plus anciennes ont pu transmettre, les plus anciennes, elles avaient 30 ans, en gros, quand elles sont parties, ont pu transmettre aux plus jeunes. Mais en tout cas, cette maîtrise persiste, parce que dès que les infirmières sont très jeunes dans le service, le taux d'occlusion des cathéters augmente. Et c'est vraiment au niveau de la manipulation pratique quotidienne de tous les jours qu'on a des problèmes qui sont plus des problèmes de perfusion extra-hépatique, mais des problèmes d'occlusion des cathéters. C'est des cathéters fins, ils sont fragiles, le moindre reflux peut le boucher, donc il y a une vraie, il faut vraiment des équipes entraînées. Mais c'est faisable, après il faut juste entraîner, c'est pas un problème. Voici le bilan de réévaluation après 6 cures de chimiothérapie qui montre une réponse partielle, moins de 45% selon récit dans l'ensemble des lésions hépatiques. On a complété par une IRM hépatique qui confirme cette réponse. En plus, il y a des lésions missing du foie droit, environ 5 lésions, et au niveau du foie gauche, il y a un missing au niveau du segment 4 et un missing au niveau du segment 3. Avec les marques tumoraux sont normalisés après 6 cures de chimiothérapie avec la COA2 et le bilan hépatique correct en dehors de cholestase, toujours à 2 fois la normale. On a tombé dans un piège, on a dosé la clairance du verre d'endo à J2 post-chimiothérapie qui est montré un taux très élevé à 24%, cet taux qui est bien diminué à J15 post-chimiothérapie à 13%. Donc, son dossier qui est repassé à l'autre RCP pour cette dame, elle a eu une réponse, une bonne réponse morphologique et biologique, pas de progression extra-hépatique. Donc, notre RCP a validé une résecabilité secondaire par la chirurgie R0 ou R1. L'évaluation de la résecabilité secondaire représente une situation plus complexe par rapport à l'évaluation de résecabilité au diagnostic, parce qu'au-delà des critères classiques, il faut compter
il faut prendre en compte d'autres critères comme des présentes de la missing des métastases hépatiques et leur traitement, soit on fait une résection de principe, soit on fait le traitement post-opératoire. Et la deuxième chose, il faut prendre en compte aussi la toxicité induite par la chimiothérapie et la gestion de tumeurs primitives en fonction de caractères symptomatiques ou asymptomatiques. Concernant la gestion de la tumeur primitive en cas de maladie synchrone, il y a différentes options sont potentiellement envisageables en termes d'aspects techniques et risques opératoires et le résultat oncologique. Ici, on peut voir dans la chirurgie combinée, c'est-à-dire on règle à la fois la tumeur primitive et des métastases hépatiques synchrones qui, sans doute, qui offrent un avantage en termes de durée d'hospitalisation et la faisabilité. Plusieurs études qui ont montré le résultat sont discordants, la chirurgie combinée et la chirurgie différée avec des résultats. Mais dans les majorités des études qui montrent que, comme dans cette registre américain, avec presque 1000 résections combinées hépatiques et colorectales qui montrent plus, on associe un geste à risque, c'est-à-dire une hépatectomie majeure à une colectomie à haut risque qui augmente la mortalité la mobilité à 50% et le taux de mortalité s'est élevé aussi à 5%. Récemment, l'étude de chirurgie combinée et chirurgie différée chez les patients ayant des métastases hépatiques, mais résécables d'emblée. Le résultat de cette étude, avec la critère de jugement principal de cette étude qui comporte des complications majeures moins de 2 mois de la chirurgie. Le résultat de cette étude ne montre pas de différence significative en termes de complications majeures ni sur le terme de survie globale et survie sans récidive. Sur les diapos, vous voyez les courbes de survie globale et survie sans récidive. Un autre point à aborder sur le choix de traitement des métastases hépatiques concernant la stratégie chirurgie hépatique afin d'obtenir une chirurgie macroscopique complète. Les données de littérature montrent clairement qu'il y a différentes techniques de chirurgie en associant hépatectomie partielle avec des radiofréquences permettant une résection macroscopique complète par rapport à la chirurgie conventionnelle. Dans cette étude, il montre qu'il n'y a pas de différence significative en termes de oncologique sur la survie globale et survie sans récidive, mais la résection d'épargne parenchymateux offre des avantages comme la résection comme on a épargné le parenchyme hépatique, la résection hépatique itérative est à 3 fois plus élevée en cas de récidive hépatique. Par conséquent, ça augmente le taux de survie globale après récidive hépatique, comme cette diapo qui montre. Un autre point à discuter, c'est une autre étude qui a montré de stratégie épargne parenchymateuse avec hépatectomie en 2 temps classique qui montre que dans cette population générale, le taux de survie globale augmentait dans le groupe des patients avec la stratégie d'épargne parenchymateuse, mais il n'y a pas de différence dans le survie globale vis-à-vis des patients qui ont reçu hépatectomie classique en 2 temps, mais complet, c'est-à-dire il a reçu 2 temps complets de hépatectomie. Un autre moyen, c'est de réduire le risque d'échec entre les 2 temps de hépatectomie. Il y a une autre technique, c'est hépatectomie en 2 temps écourtés. Après une phase initiale de mise à point, la technique et la maîtrise de risque opératoire, une étude norvégienne randomisée comparant les hépatectomie en 2 temps classiques versus 2 temps
versus hépatectomie en 2 temps écourtés avec le critère de jugement principal, c'est le taux de réussite de 2e temps de hépatectomie. Cette étude qui est en faveur de hépatectomie en 2 temps écourtés avec le taux de réussite à 92%. Il n'y a pas de différence significative en termes de survie globale, mais hépatectomie en 2 temps écourtés augmente la morbidité et la mortalité entre 6 et 8%. Concernant notre patient, elle est de bon état général, elle a une bonne réponse de chimiothérapie, pas de toxicité sévère, la tumeur primitive est asymptomatique et la volumétrie du foie roche qui est à moins de 30% avec la fonction hépatique qui est rassurante en dehors de clairance de Verdennes d'eau qui est aux alentours de 13%. Il faut tenir en compte que quand même, elle a cette lésion missing des métastases hépatiques. Un petit point important dans les cas des maladies, beaucoup de lésions hépatiques, la cartographie hépatique par des radiologues joue un rôle important pour assurer une résection complète de toutes ces lésions. Donc, on a fait... Peut-être qu'on peut demander à David son avis concernant la stratégie globale de la chirurgie comme expert. Voilà, c'était de la CDE. J'ai pas très bien entendu, Max. Tu veux que j'intervienne sur quoi? Non, sur les critères de faisabilité. Ah oui, bah, c'est ce que je dis. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on échangeait tout à l'heure. Non, j'aimerais te dire un petit mot sur juste rebondir un peu sur la chimiothérapie intra-artérielle, mais peut-être qu'on en parlera un petit peu après, non? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, tu peux, vas-y. J'ai la chance de travailler avec... David est désormais très expert lui aussi de la chimiothérapie intra-artérielle, mais au moment qu'il prend en charge pas mal de personnes dans les chefs de l'essai Oscar, et donc est confronté lui-même aux avantages et aux inconvénients de cette stratégie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai la chance de travailler avec l'équipe de Julien Taïeb, d'Aziz Zahanan à Pompidou. Et donc, il y a pas mal de malades qui sont extrêmement inclus dans le protocole Oscar. Et donc, on a des résultats qui sont extrêmement impressionnants. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, alors, il y a des très jolies images dont certaines nous a montré Michel, mais de manière très, très, très habituelles, on a des réponses qui sont remarquables. Alors, comme c'est des patients qui sont aussi remarquables dans le mauvais sens du terme, effectivement, il faut finalement probablement un peu nuancer tout ça. Mais quand on voit ces résultats, on se demande finalement, alors je sais que c'est des discussions qui ont été évoquées notamment avec Gustave Roussy, hein, mais de proposer typiquement ce type de traitement en adjuvant chez des patients avec qui on a enlevé plein de métastases hépatiques et dont on sait parfaitement qu'ils vont récidiver dans les 2 à 3 ans, quoi. Mais non, c'est des résultats qui sont extrêmement impressionnants. Après, sur le plan chirurgical, souvent, ce sont des patients qui ne sont pas extrêmement simples sur le plan technique. C'est-à-dire que c'est des malades, effectivement, pour lesquels Thierry nous a dit, c'est des patients qui reçoivent beaucoup de séances, beaucoup de chimiothérapie, pour lesquels le foie est vraiment fragile. Il met un graphé. Voilà, j'ai été trop rapide, mais tout a déjà assisté à un agrafage de ma part du cathéter de chimiothérapie intra-artérielle. De temps en temps, il est dans le pédicule glissonien, il est remonté. Et quand il remonte un peu haut, de temps en temps, on les attrape quand on fait des résections. Et puis, il ne faut pas oublier que le foie, il a pris plus de chimiothérapie parce qu'il a pris un peu le systémique avant et puis il a pris l'intra-artérielle. Et de temps en temps, on a des complications un peu... des complications un peu originales, un peu exotiques, qu'on connaît, hein, mais qui s'appellent des cholangiopathies un peu ischémiques, c'est-à-dire qu'on a des voies biliaires qui sont souvent un peu malades après. Et donc, je sais qu'on a déjà eu l'occasion d'en discuter avec Max, mais peut-être que ce serait intéressant de revoir un peu notre expérience des hépatectomies, en particulier des hépatectomies majeures chez des patients qui ont reçu de l'intra-artérielle. Alors, en tout cas, nous, à Cochin, on n'a pas l'expérience suffisante pour pouvoir un nombre suffisant, mais il est probable qu'en associant nos différentes équipes, on puisse montrer qu'effectivement, il y a probablement une morbidité chirurgicale assez spécifique de ça. Toujours est-il que c'est des malades qui n'ont absolument, qui n'ont pas énormément d'alternatives et pour lesquels on croit extrêmement en ce traitement.
Sur la résécabilité, Max, est-ce que tu voulais que je dise quelque chose de particulier? Ah, si, j'ai un point à discuter, c'est sur les missing. Oui, tout a très bien abordé les sujets. C'est qu'aujourd'hui, l'effort commun doit être d'essayer de faire de l'épargne parachimateuse. Oui. Les avantages qui comportent dans des situations de récidive qui sont la réalité dans environ 30 à 40% des patients. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'indispensable. Néanmoins, il faut quand même le mettre en balance par rapport à la faisabilité. Et l'objectif principal, ça va être la résection de l'ensemble des lésions hépatiques dans les millions de temps opératoires possibles. Donc, ce n'est pas possible d'un temps, perdre de temps, les trois, c'est nécessaire. Ouais, en fait, je suis totalement d'accord avec ça. Et surtout, il y a un point qui est important à mon sens, c'est que on a transformé une maladie qui était constamment mortelle, et Michel nous a rappelé un peu les chiffres initiaux du 5FU il y a 20 ans, mais en une maladie chronique. Et quand on parle d'une maladie chronique, eh bien, on parle de métastase chronique. Et quand on voit les malades pour la première fois à la consultation, alors évidemment, les oncologues, c'est inhérent à leur spécialité, mais je pense qu'il faut que les chirurgiens considèrent que ce n'est pas une chirurgie du carcinome hépatocellulaire. Et encore, le CHC, c'est assez particulier parce qu'il récidive. Ce n'est pas une chirurgie du cholangiocarcinome, parce que le cholangiocarcinome, en fait, je pense que notamment Karim ou Fabrice ou Silianos, les gens qui font beaucoup de chirurgie du cholangiocarcinome, en fait, le contexte est totalement différent. C'est-à-dire qu'on a un seul coup à tirer. C'est-à-dire que sur le plan chirurgical, on n'a qu'un seul coup à tirer. Dans la métastase hépatique, et Dieu sait que moi, c'est vraiment le truc que j'aime le plus, en fait, on n'est pas du tout sur la même thématique. C'est-à-dire que, oui, tu as raison, Max, il faut enlever toutes les métastases hépatiques. Mais en réalité, on n'est pas tout obligé de les enlever en même temps. On n'est pas tout obligé de les enlever tout de suite. Et si elles ont disparu, moi, je pense que cette question des missing, c'était une vraie question que je me posais il y a, je sais pas, 7 ans, 8 ans. Et aujourd'hui, je m'en fous totalement. Alors, ce n'est pas que je m'en fous, c'est simplement avec l'efficacité des chimiothérapies proposées par Michel, avec l'efficacité des traitements proposés par Thierry en intra-artériel, les traitements systémiques et compagnie, de toute façon, je vais vous dire, on a le temps. Deuxièmement, il y a probablement, avec l'efficacité marquée des chimiothérapies, un certain nombre de missing qui vont jamais revenir. Et on les voit d'être plein de lésions à qui on ne les voit plus, on ne les détruit pas, on ne sait pas très bien où elles sont. Si elles étaient si évidentes que ça, eh ben on les aurait retirées. Elles ne sont pas toutes hyper évidentes, en particulier les intraparenchymateuses toutes petites. Eh bien, ce n'est pas grave. C'est une maladie chronique. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah, vous avez du diabète, vous avez de la tension, on va équilibrer votre diabète, on va équilibrer votre tension. Eh bien, vous savez quoi? Il y a un moment, peut-être, c'est tout ce qu'on n'espère pas, mais elles vont récidiver. Et si elles récidivent, eh bien, on aura le temps de les détruire, on aura le temps de les retirer, on aura le temps de pouvoir les analyser à nouveau. Mais sincèrement, je pense vraiment que ce n'est plus vraiment le problème. C'est une maladie systémique, je pense que Michel l'a bien dit, alors encore plus quand c'est parti dans le poumon, mais ce n'est pas très, très grave de ne pas tout traiter d'un seul coup, on pourra y retourner. La difficulté, à mon sens, c'est de les considérer comme un coup, enfin un pistolet à une seule balle. On a une seule balle, il faut qu'on les traite, il faut qu'on les tire. Mais non, c'est les malades qui vont récidiver. Au contraire, et c'est un vrai plaidoyer pour ce que proposent tous, c'est-à-dire une épargne du parenchyme, probablement une épargne aussi du malade, c'est-à-dire éviter effectivement que la chimiothérapie ou la chirurgie rende ces malades au MS3 ou 4, parce qu'en réalité, on ne pourra plus rien faire derrière. Mais il faut essayer de tout épargner, parce que de toute façon, on va y retourner. De toute façon, c'est des malades qui vont repasser en RCP, repasser en RCP. C'est pas grave s'il y en a quelques-unes qui vont manquer. Peut-être elles récidiveront, et bien on se reposera la question un peu plus tard. On aura d'autres chimiothérapies, on aura d'autres structures de destruction. Voilà. Voilà, c'est peut-être. Je sais pas très bien comment tu vois les choses, Max, mais on est passé d'une espèce de culture de tout faire R0. Évidemment qu'il faut qu'on fasse une chirurgie R0, parce que si on fait une chirurgie mauvaise sur le plan oncologique, ces patients, de toute façon, on ne va pas les tenir. Mais l'agressivité biologique de la tumeur, elle est bien plus importante sur le plan pronostic, elle est bien plus importante que non, ces marges de résection, elles sont beaucoup moins importantes que l'agressivité biologique de la tumeur. Et donc, en réalité, ce n'est pas ça le fond du problème. Alors, peut-être que la chirurgie, elle doit être différente si elle est de bon pronostic ou de mauvais pronostic, comme disait Michel tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il y a trois mutations KRAS, BRAF, NRAS, et que en fait, la chimiothérapie ne sera pas extrêmement efficace et qu'on a juste une carte à jouer ponctuellement sur la chirurgie, eh bien là, il faut taper très fort, il faut avoir une balle qui soit extrêmement puissante sur le plan chirurgical pour essayer de faire un gros debulking de masse tumorale. Et puis, quand ce n'est pas le cas,
peut-être qu'il ne faut pas jeter à fond pour chercher la micro. Si vous ne la trouvez pas, eh ben, peut-être qu'elle a disparu. Et l'analyse des métastases que vous avez retirées, elle vous donnera des informations. C'est-à-dire que si tu as 95% de réponse sur ta masse de 3 cm, eh bien, celle qui faisait 6 mm, eh bien, elle est probablement morte. Et il y a un papier qu'on a fait avec des oncologues quand j'étais à Montsouris qui était assez marrant. C'était plutôt que de dire, vous regardez toute la taille la plus grosse de la lésion et tout, tu l'as dit tout à l'heure quand tu nous as montré les images. La plus grosse, elle fait 58 mm dans le segment 4. Regardez la taille de la plus petite. La plus petite, elle est marrante parce que si la plus petite des lésions, elle fait 3 cm, eh bien, vous pouvez être sûr, enfin, c'est pas que vous pouvez être sûr, mais globalement, la probabilité qu'il y ait des micrométastases, elle est faible. Si en revanche, la taille de la plus petite des lésions, elle fait 6 mm décrite à l'IRM seulement, en réalité, vous ne voyez pas les lésions. C'est-à-dire que de toute façon, la chirurgie, elle sera incomplète, c'est-à-dire qu'elle va oublier un certain nombre de lésions. Et donc, juste un petit point, regardez les tailles des plus grosses, évidemment, leur contact vasculaire, mais regardez la taille des plus petites. Et c'est surtout vrai dans les métastases hépatiques, et c'est exclusivement vrai dans les métastases hépatiques, parce qu'en fait, ça vous donne une idée de ce que vous ne voyez pas. Ça y est, je me tais tout. Tu as sans doute senti le cœur du problème. À mon avis, le message, c'est d'être sûr de ce qu'on fait. Donc, à chaque fois, se poser la question de l'épargne parenchymateuse, si c'est faisable. En fait, globalement, ici, on est 2 seniors en fait de la chirurgie hépatique et chaque fois qu'on pose l'indication d'une hépatectomie majeure, ben, en fait, il faut la valider à 2 parce que c'est. Michel Rivoire dit tout le temps la qualité de la chirurgie des métastases hépatiques, on le retrouve sur un papier en fonction inversement par rapport au taux de hépatectomie majeure du papier. Et c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut tout faire pour avoir d'une part la cartographie hépatique, parce que l'avis du radiologue est indispensable. Nous, on a l'avantage d'être sur le même plateau des radiologues internationaux, donc on les appelle sans arrêt. Et c'est vrai l'inverse aussi, pour voir les éventuelles lésions qu'on ne retrouve pas et essayer de faire des épargnes parenchymateuses. Mais c'est vrai aussi que, par contre, il ne faut pas mettre l'épargne parenchymateuse devant le caractère complet de la lésion. Ou si on le fait, il faut le faire en sachant que les missiles qu'on a laissés. Parce que sinon, on passe à côté de certaines choses et il faut que le suivi soit pondéré en fonction de ce qu'on a fait comme geste. Tu as raison. Et pour revenir sur ça, il y a justement des questions de la part de la salle, de l'équipe de Tours, justement, peut-être pour souligner un aspect, en posant la question sur le fait des nodules pulmonaires, qu'est-ce qu'il est devenu et est-ce qu'il est vraiment justifié de faire une chimiothérapie intra-artérielle à une patiente avec une chimiothérapie systémique dite allégée, chez une patiente qui a un nodule pulmonaire. Et justement, la question va plus loin. Quoi faire si ces nodules restent douteux, pas faire une biopsie et éventuellement discuter de transmettre, parce que quand même, c'est vrai que transmettre, c'est un sujet qu'on n'a encore pas abordé. Donc l'étude randomisée qui randomise entre l'implantation hépatique avec chimiothérapie périopératoire, poursuite de la chimiothérapie systémique chez des malades très sélectionnés, mais qui globalement ont de la maladie hépatique exclusive, définitivement dans le cas. Ça reste une question. Concernant le premier point, sur les nodules pulmonaires, est-ce que ça a un impact, la chimiothérapie intra-artérielle, ça a un impact défavorable sur l'évolution de ces nodules? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, l'indication de la chimiothérapie intra-artérielle à un stade avancé est maladie hépatique prédominante. Donc là, on pense que le pronostic dépend strictement du foie. Donc si elle évolue, probablement, elle ne sera pas une bonne candidate à une éventuelle chirurgie à visée curative. Je pense que Michel et Thierry sont d'accord sur ce type de réponse. Et autre question, voilà, non, c'est tout. Et Max, qu'est-ce que vous faites s'il y a la tumeur primitive qui est toujours en place? L'IA vous pose problème ou pas du tout? Ah non. Oui, c'est ça. Pourquoi l'IA poserait problème? Non, mais parce que sur le plan intellectuel, on pourrait se dire la tumeur primitive continue d'essaimer, est-ce que ça a du sens de traiter que le foie? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Je pense que ça ne change rien, mais c'est important de temps en temps, on a ces questions-là, de dire est-ce que la tumeur primitive est en place? Est-ce que finalement, c'est un argument pour retirer la tumeur primitive chez ces patients-là? Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Souvent, la chirurgie n'est pas toujours optimale parce que le malade n'est pas toujours optimal et que, comme il y a des métastases, on ne fait pas toujours la même chirurgie carcinologique. Et en réalité, ça ne change pas grand-chose. Tu confirmes ça, Michel, non? Oui. Alors, pour répondre d'un point de vue purement oncologique, de toute façon, quand tu mets de l'oxaliplatine dans le foie, il y en a
pas mal qui est trappé par la tumeur, ce qui explique potentiellement des taux de réponse qui sont supérieurs, mais il y en a aussi qui passent dans la circulation. Et puis, on fait la plupart du temps de la chimiothérapie intraveineuse, qui est soit du 5-FU, soit même du FOLFIRI. Donc, de toute façon, la tumeur primitive, elle est traitée également dans cette période de traitement-là. Donc, on ne la laisse pas complètement indemne de traitement médical. Je pense que ces messages, le vécu de ce message de dire qu'il faut retirer la tumeur primitive pour poser les critères de chimiothérapie interartérielle et surtout les résultats de l'historique, parce que nous, en reprenant tous les dossiers de chimiothérapie interartérielle, là, il y a Alice Boalem qui est en train de répondre effectivement toutes les chimiothérapies interartérielles réalisées dans Gustave Roussy, soit par des malades opérés qui non opérés. Et on voit bien au début de l'histoire, on réalisait toujours la résection de la tumeur primitive et on posait les cathéters par voie chirurgicale à ce moment-là. Depuis que la radiologie interventionnelle est arrivée, ça c'est un point qu'on n'a pas abordé tout à l'heure. Honnêtement, les cathéters posés par voie chirurgicale sont 4 ou 5 par an dans ce type de situation, pas plus. Et même que 4, je pense, dans les 3 dernières années. Les radiologues interventionnels font ça très bien, mieux que nous. Pour les malades, c'est moins compliqué. Et si on décide de poser un réserve de chimiothérapie intra-artérielle dans les cas de chimiothérapie intra-artérielle post-opératoire, et bon, dans ces cas-là, on associe les deux gestes, donc on fait une approche combinée. Nous, on fait ce qui est plus compliqué pour eux, donc identifier la pylorique et l'allié, et toutes les branches qui descendent de l'artère hépatique moyenne vers les duodénums, s'ils sont présents, et ensuite, eux, ils arrivent quelques semaines plus tard pour poser les cathéters. Voilà. Si tu veux continuer, on te laisse avancer parce que le temps passe. Finalement, on l'a mis au bloc opératoire, laparotomie médiane. On a trouvé une lésion primitive au niveau de sigmoïde, pas de carcinose péritonienne. Au niveau hépatique, on a fait une échographie préopératoire qui montre au niveau du foie roche la lésion du segment 2 qui est mal délimitée avec aspect infiltrant au niveau de veine hépatique roche, comme on l'a vu au scanner. Au niveau du segment 4, la lésion de la partie inférieure qui n'est pas visible. Donc, c'est missing, une lésion au niveau du segment 4 et un autre missing au niveau du segment 3. Sur le foie droit, il n'y a pas de marche au niveau de la lésion au-dessous de pédicule portale droite et il y a 5 lésions profondes qui sont non visibles à l'échographie, donc 5 missing du foie droit. Tenu compte le caractère de missing des multiples lésions du foie droit et au contact vasculaire au niveau de pédicule portale droite, on a décidé de réaliser une hépatectomie en 2 temps. Donc, le premier temps de hépatectomie, on a fait une clairance du foie roche, plus avec la résection des tumeurs primitives. Au niveau du foie roche, on a réalisé 4 hépatectomies partielles, y compris une large hépatectomie partielle au niveau du segment 2 en emportant la résection latérale de veine hépatique gauche qui comporte 3 lésions dans cette partie-là. Et on a réalisé une anastomose colorectale non protégée pour la lésion primitive. Les suites opératoires sont simples. Le résultat ANAPAT qui montre la tumeur primitive est un adénocarcinome classé PT3N11 en ganglion positif sur 18. Et au niveau du foie, il y a 5 lésions secondaires avec la taille maximale de 11 mm avec la marge de résection saine au niveau de la veine hépatique roche. Évaluation globale TRG2 au niveau hépatique. Vous voyez ici sur les photos, il y a l'image de un peu de fibrose sur le foie. Finalement, elle a eu 4 cures de chimiothérapie intervalle par 5-FU et PANI et on a repassé à la RCP après 4 cures avec des marqueurs tumoraux sont toujours normaux et devant la stabilité de maladie hépatique et le nodule pulmonaire qui est toujours là, qui n'est pas bougé, toujours de taille 5 mm. Et pas de récidive sur le foie roche et lésions qui sont stables au niveau du foie droit. On a décidé de faire une hépatectomie droite sous réserve de volumétrie du foie restant et de la fonction hépatique. Comme la volumétrie préopératoire qui montre le taux de foie restant qui est moins de 30%, on a décidé de faire une embolisation portale.
Je laisse la parole à professeur Debert. Le micro, Thierry. Je ne vais pas vous embêter avant. La discussion moderne sur l'embolisation portale, c'est embolisation portale ou déprivation veineuse. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Il y en a un, vous le savez, on bouche. Hop, tu peux revenir un petit peu en arrière. Tu vas être trop vite pour moi, là. Tu reviendrais sur la diapo d'avant? Il y en a un, on va boucher la branche portale droite, comme on voit là, avec mise en place d'un plug. C'est la petite flèche noire sur l'image du bas, ou pas d'ailleurs. Et puis, tu peux appuyer une fois sur le bouton. L'autre version, c'est d'aller rajouter, je vous ai mis les petites flèches blanches pour les voir, des systèmes d'occlusion qui sont la veine sus-hépatique moyenne et la veine sus-hépatique droite. On voit mieux le plug de la droite ici en coupe. Diapositive suivante. En fait, je ne répondrai pas à cette question. Aujourd'hui, on fait plutôt de l'embolisation portale, où je dirais qu'on essaye plutôt d'inclure les malades dans un essai de Boris Guilhu, qui est le PA à Montpellier. C'est Hyperlive qui essaye de comparer embolisation portale versus déprivation veineuse. Et je pense qu'il faut inclure des malades. Si tu appuies sur le bouton, on verra que si on inclut des malades, on va peut-être arriver à conclure cet essai avant nos compétiteurs avec une étude de Dragon 2 qui pose exactement la même question, dont le PI est à Miami, et l'étude en Amérique du Nord. Diapositive suivante. Donc, ce qui compte quand on essaye de regarder comment ça va s'hypertrophier, c'est un petit peu la chimiothérapie qui a été reçue avant. Alors, il y avait ce papier où on avait montré que les traitements à base de platine n'aidaient pas pour la régénération hépatique versus les autres traitements. Mais en fait, sur la diapositive suivante, ce qu'on voit, et ce que vous connaissez tous très bien, les chirurgiens, c'est que plus on fait de chimiothérapie et plus ça va être compliqué. C'est un beau papier de Beaujon qui montrait qu'en fait, là, avec le BEVA, si les malades avaient plus de 6 cycles de BEVA, ben, la régénération hépatique ou le degré d'hypertrophie était quasiment de 0. Donc, c'est une question qu'il faut poser pas trop tard, en tout cas le plus tôt possible. Il faut savoir que s'ils ont eu beaucoup de chimio et en plus du BEVA, ça va grossir probablement moins bien et moins vite. Diapositive suivante. Bien sûr, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans la branche porte pour la boucher. Alors, au siècle dernier, on avait déjà montré que histoacryl, c'est-à-dire la colle, faisait mieux que du gel foam ou des colles. Et puis, diapositive suivante, on a enfin, tu peux passer là, on a enfin la réponse il y a 2 ans sur un essai randomisé qui compare de la colle et des particules, qui montre que si on utilise de la colle, ça va grossir plus vite et ça va grossir plus à la fin. Donc, c'est la courbe verte versus la courbe violette ou les médianes et les écarts types et les whisker plots sur l'image de droite. Donc, il faut faire ça avec de la colle. Il faut boucher complètement la branche porte qu'on veut traiter. C'est aussi une vraie collaboration parce que c'est le sujet de ce soir. C'est-à-dire qu'avant de faire l'embolisation portale, il faut que je demande à Max, est-ce que tu retires le 4 ? On peut faire pas forcément que le foie droit, il faut s'adapter. Nous, on doit emboliser tout ce que vous avez décidé de retirer sur une hépatectomie réglée. Je crois que c'est très important. Diapositive suivante. Une méta-analyse, 3000 patients qui montrent la même chose, que la colle fait mieux que les microparticules et que l'éthanol et les autres produits sont pas très intéressants. Diapositive suivante. Et ils sont encore moins intéressants parce que tous ces produits ont des taux de complications extrêmement importants et que finalement, en colle ou microparticules, les taux de complications ou d'adverse event restent faibles. Et on est quand même dans un temps préopératoire et on n'a pas droit à la complication puisque notre but, c'est de rendre le malade opérable. Donc, si on a une grave complication et qu'il n'est plus opérable, on a tout perdu. Donc, il faut choisir ces techniques-là, donc de la colle à tout le monde et c'est relativement safe dans des mains entraînées. Diapositive suivante. Donc, globalement, pour conclure, sclérosant versus particules, tout le monde va utiliser de la colle. Et puis, il y a un essai qui est en cours, embolisation porte versus déprivation veineuse. Et je vous invite à tous y participer si vous pouvez, parce que ce serait bien que Boris arrive à finir cet essai qui s'intéresse à la fonction hépatique. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est quelque chose de, à mon avis, très intéressant. Diapositive suivante. Donc, voilà notre patient. Donc, ce que vous voyez sur l'image de gauche, c'est un abord homolatéral, c'est-à-dire à travers le foie droit. On a fait une portographie. Vous voyez la branche droite, ça, c'est le cathéter qui rentre pour la portographie. On voit la branche droite, la branche gauche. Il y a tout le matériel qui est en place, qui date de la mise en place du cathéter intra-artériel hépatique. Et ce qu'on voit à droite, c'est le résultat final. C'est une occlusion complète de l'ensemble des branches droites. On voit qu'on a mis un plug à l'origine de la branche droite, là, pour ceux qui ont des yeux un peu aiguisés. Voilà, c'est la tête du plug. Je ne suis pas forcément très fan de ça.
C'est une technique qui est apparue il y a une dizaine d'années. Ça a deux inconvénients. Des fois, ça vous gêne un peu, vous les chirurgiens, et je pense que Max pourra en témoigner, ça lui est déjà arrivé. Et puis, on voit que la branche qui descend, là, elle est moins bien bouchée parce qu'elle est juste au niveau du plug et on ne les bouche pas forcément bien. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure des techniques. Mais voilà ce qui s'est passé pour ce patient avec une embolisation portale droite qu'on voit ici. Voilà, merci. Ouais, juste pour compléter et pour revenir un peu à ce qu'on a décidé, on voit bien que même si on fait l'effort de faire des panachymateux, en tout cas, on a fait le choix de passer à l'étape suivante, donc hépatectomie en 2 temps, avec tout ce qui comporte du point de vue organisationnel. Un message qui, à mon sens, est très important parce qu'on ne le voit pas régulièrement dans les papiers chirurgicaux sur ce type de technique, c'est que la chimiothérapie d'intervalle est capitale pour arriver au 2e temps, parce que les drop-out, ça reste quand même le problème principal de ce type de technique. D'autre part, vous pouvez vous poser la question, pourquoi pas une CIH en intervalle, ça nous arrive parfois de la faire. Cependant, ça dépend de la toxicité à la fois de la toxicité de la chimiothérapie reçue en préopératoire dans le premier temps, du risque d'échec, parce que c'est vrai que à chaque fois on décale les chimiothérapies si on dit qu'il faut faire 4 CIH et s'il faut faire des contrôles et des révisions des cathéters, ça peut prendre plus de temps, surtout chez une patiente qui a une clairance pour ceux qui la font au verre d'indocyanine et qui liquoise relativement élevée. Et attention au piège du verre d'indocyanine, encore une fois, pour ceux qui le font, il est délai par rapport à la chimiothérapie parce qu'on voit bien que lorsque laisse passer le temps, la clairance baisse. Donc, il faut la faire à partir de 2 semaines de la dernière cure de chimiothérapie pour avoir des résultats fiables. Après, on voit bien que dans les papiers de radiologie interventionnelle, finalement, c'est qu'on retrouve le plus souvent dans les papiers chirurgicaux ligature, alcoolisation, en tout cas ligature de la veine porte lors du premier temps opératoire n'existe presque pas. Et ce n'est même plus les débats, donc c'est la colle. C'est pour ça que nous, localement, on réalise l'embolisation portale en quelques de temps à distance du premier temps d'hépatectomie. On ne pense pas que rajouter ces gestes cette procédure aux patients une utilisation de 2 jours, sauf si c'est une dépривation, je ne comprends pas. Parce que la dépривation, c'est vrai que ça fatigue un peu plus. Et concernant la remarque du plug, effectivement, oui, ça nous arrive à tous. On l'aime bien parce qu'on pense effectivement être plus efficace, mais on n'a pas la preuve scientifique. Moi, je ne sais pas David qu'est-ce qu'il en pense, mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas s'acharner à couper en aval du plug, en amont du plug. S'il faut, on coupe le plug. Si on ne peut pas, on coupe en aval du plug et les plugs, on le laisse en place. Parce que couper en amont du plug, ça risque d'ouvrir un deuxième porte et avec parfois des problèmes de mobilité. Entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi, Max. Donc, on a fait un bilan de réévaluation après 4 semaines de embolisation portale qui montre une volumétrie suffisante pour le foie restant. Par contre, au niveau de fonction hépatique, clairance du verre d'endo à 18% et le futur du foie restant à la scintigraphie à mébrophénine qui est inférieure au seuil qui ne permet pas d'aller faire une chirurgie hépatectomie majeure. On a réévalué, deuxième réévaluation à 6 semaines de embolisation portale qui montre une volumétrie suffisamment et avec le test fonction hépatique rassurant avec clairon de verre d'endo à 9% et un futur foie restant à la scintigraphie à 7,8% par minute mètre carré par rapport à un seuil supérieur à 2,69. Donc, on a réalisé le 2e temps de hépatectomie, constatation préopératoire qui montre l'aspect de foie bleu qui est en lien avec la oxaliplatine et un foie qui est dysmorphique qui est lié à hypertrophie après embolisation portale. À l'échographie préopératoire, on constate une lésion de 2 mm au niveau du segment 4 B qui peut correspondre à l'ancien site de radiofréquence, l'ancienne, et une autre lésion du segment 4 macroscopique visible.
Donc, on a réalisé une hépatectomie droite élargir partiellement au niveau du segment 4B et en associant avec une radiofréquence d'une lésion du segment 4. Les suites opératoires sont simples. Le bilan hépatique à J5 est correct. Elle est sortie à J8. Voici, vous voyez le scanner post-opératoire à 1 mois de chirurgie. Avec le cathéter chimiothérapie intra-artérienne en place. Résultat histologique qui montre au niveau du foie, il y a multiples lésions secondaires mesurant entre 10 et 24 mm, absence de hormones vasculaires, la résection est R0. Au niveau de foie non tumoral, il n'y a pas de stéatose, il y a une petite fibrose. Elle a eu ensuite la chimiothérapie post-opératoire passive pure de Fonfox. Dans le bilan de surveillance, à 12 mois, il y a apparition d'une nouvelle lésion pulmonaire droite de taille 9 mm. Vous voyez ici sur la photo. Et la lésion de 5 mm qui reste stable depuis au moment du diagnostic. On a décidé de faire une cryothérapie des 2 lésions pulmonaires. Et là, vous voyez le scanner en même temps qu'on a fait le bilan de réévaluation avec le foie gauche qui est bien hypertrophie. Le bilan de surveillance à 3 ans de sa chirurgie qui montre des marques tumoraux qui sont toujours normales. L'ancien site de destruction par cryothérapie pour lésions pulmonaires ici et ici. Et là, c'est le foie gauche qui est bien hypertrophie. Par contre, vous voyez ici, au niveau du segment 4, il existe une petite dilatation de voie biliaire du segment 4. On a complété le bilan par une IRM hépatique qui confirme bien une dilatation segmentaire au niveau du segment 4 de cette patiente. Et on a demandé aussi un spyglass qui montre une sténose cicatricienne post-radiofréquence avec un impact qui ne confirme pas de cellules tumorales. Vous voyez sur cette photo-là. Sur cette patiente, on est tombé dans un tout petit piège au cours de bilan de surveillance. Au 10e mois, on a constaté sur le scanner thoraco-abdominopelvien une lésion au niveau de mésentérique qui est fixé au TEP scanner. Ici, vous voyez, il est fixé à côté de cathéter de chimio intra-artérielle devant la suspicion de carcinose péritonienne. On a fait une laparo-exploratrice. On a enlevé cette lésion et à l'examen anapathe, il n'y a pas de cellules tumorales. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt inflammatoire, cicatriciel. Je peux conclure une fois. Donc, en conclusion, la résecabilité des métastases hépatiques des cancers d'origine colorectale qui doit être évaluée systématique au sein d'une équipe multidisciplinaire avec des chirurgiens hépatobiliaires au moment de diagnostic et à chaque évaluation. La chimiothérapie d'induction avec le rôle essentiel pour optimiser le taux de réponse objectif dans le cours délai possible, avec des nouvelles chimiothérapies intraveineuses et l'intensification de traitements locaux régionaux qui sont permet d'augmenter la survie des patients avec des cancers colorectales avec des métastases hépatiques initialement non résécables et qui l'offrent aussi à une chirurgie secondaire. Le développement des nouvelles stratégies chirurgicales permet aussi d'augmenter le taux de résection en préservant le volume du foie restant, permet de minimiser le risque d'insuffisance hépatocellulaire post-opératoire. Après, le choix de la stratégie thérapeutique doit être adapté et reposer sur un faisceau des arguments, donc technique oncologique et aussi expertise locale. Donc, le plus important, c'est la
collaboration entre différentes spécialités des oncologues, des radiologues interventionnels, des chirurgies, des radiologues, donc pour la prise en charge tout au cours, tout au long de leur maladie. Merci à vous. Merci. Bravo tout. Bravo, félicitations. C'est très bien. Et je pense que le cas résume bien le message de David, dans le sens que le temps est probablement celui qui règle pour certaines maladies les tempos de la prise en charge. Il y a parfois des bonnes surprises avec des réponses, d'excellentes réponses à la chimiothérapie, soit systémique ou par rapport à bactérienne. Il y a des pièges, effectivement, comme il vous l'a montré tout, ils ont des complications spécifiques. Honnêtement, les nodules sur le bout du cathéter, au niveau de la gastro-duodénale, on ne l'avait jamais vu. On disait nodules de carcinose et en voyant, on disait que c'est quand même au bout du cathéter. Il faut commencer une chimiothérapie pour ça, il faut quand même avoir des arguments. Donc, on a décidé de l'opérer. Sinon, si on avait des arguments pour il s'agit d'une carcinose, on n'aurait jamais proposé une chimiothérapie. Et deuxièmement, la dilatation des voies biliaires. Pour le moment, on a un peu exagéré sur la fréquence de segment 4 chez une patiente qui avait eu de la CIH, donc la cholangite ischémique. On ne voit pas beaucoup parler dans les articles médicaux. D'ailleurs, il y a souvent des débats quand on regarde les images distantes de ces malades qui ne sont pas guéris mais qui commencent à présenter de la voie biliaire. C'est un vrai problème qu'il ne faut pas méconnaître et qu'il faut toujours avoir en tête quand on traite ce type de malade. Je ne sais pas si David de... Si, tu as entièrement raison, Max. Moi, j'aimerais bien revenir sur celle d'avant, encore comme diapo, avec la réponse histologique là, qui est assez exceptionnelle. Peut-être encore avant, voilà, celle-ci là. C'est-à-dire que ça, c'est assez rigolo parce que finalement, tu fais la promotion de l'épargne parenchymateuse et en fait, vous faites une hépatectomie droite, mais on aurait fait exactement la même chose, hein, qui n'est pas du tout une épargne parenchymateuse. Et quand les anapathes de Gustave Roussy disent multiples lésions secondaires, ça veut dire qu'en fait, elles sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on pense. Et de temps en temps, chez des malades qui ont, des maladies graves, des maladies qui sont extrêmement évoluées, c'est important de revoir un peu l'imagerie initiale pour savoir sur quoi on part, parce que de temps en temps, en fait, l'épargne parenchymateuse n'avait pas totalement justifié. Et il n'y a pas très longtemps, avec Célos, on a fait une hépatectomie droite, une patiente qui avait censé avoir 4-5 lésions à droite, et sur l'anapathe, il y a 17 lésions. Il y a 17 lésions, et en fait, on ne les a pas bien vues. Et encore une fois, c'est regardez bien les lésions les plus petites. Le deuxième point, c'est, dis-moi tout, sur le premier temps, là, il y avait une réponse aussi importante ou pas sur l'anapathe du... Le premier hépatectomie. Ouais, sur la première hépatectomie, c'était aussi impressionnant que ça ou pas? C'était RG2. Il n'y avait pas de réponse complète sur l'ensemble des nodules. Ouais, tu as quand même une très bonne réponse. Mais tu vois, ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que, en fait, moi, ces stratégies en 2 temps, elles nous guident aussi. C'est-à-dire que, en vrai, c'est vraiment essentiel sur ces stratégies de patients qui ont des métastases nombreuses, multibilatérales, en plus souvent synchrones, de voir. Alors, la réponse morphologique en termes de taille, c'est bien, la scintigraphie, c'est sûr, mais regardez l'anapathe de ce que vous retirez, parce que de temps en temps, tu as des surprises assez exceptionnelles. Et tu vois, c'est vraiment le message de dire, si tu avais fait de l'épargne parenchymateuse sur cette malade, alors je ne suis pas sûr que ce soit le bon malade, et chercher à détruire des nodules dont la réponse, elle est à 95%, 97%, il n'y a que quelques rares cellules carcinomateuses, on sent bien que ce n'est plus la chirurgie qui est là pour traiter. C'est plus ça, et on voit bien que la main est à l'oncologie, et c'est génial. De temps en temps, on a des choses qui sont extrêmement différentes, avec 20% de réponses, et encore la réponse, de temps en temps, on a 20% de réponses sur les malades qui n'ont même pas eu de chimiothérapie, ce n'est pas très fréquent, mais ça arrive de temps en temps. Et c'est là où les missing, elles n'ont pas le même sens. C'est-à-dire que là, il faut les chercher parce qu'en fait, elles sont là, elles sont pas cachées. Elles sont pas cachées. Faites des IRM. Il y a Petrou qui a posé la question initialement pour savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres lésions initiales. C'est essentiel. Mais regardez bien l'anapathe des lésions que vous allez faire. Et de temps en temps, quand on décide de faire une résection de la tumeur primitive sans toucher dans un premier temps aux métastases, ça n'arrive pas très souvent, ces patients avec autant de métastases, eh bien, de temps en temps, juste de faire une petite résection d'une lésion pour savoir exactement où on en est sur le plan histologique, ça peut nous aider. Ça peut nous aider à définir la temporalité de la stratégie. Est-ce qu'il faut aller vite? Est-ce qu'il faut aller lentement? Il y a les mutations, évidemment, mais de temps en temps, cette réponse à la chimiothérapie qui peut être objectivée par autre chose que la différence de la taille, mais aussi la réponse histologique, elle est importante.
Oui, tu as raison. Après, arriver à faire le pas aujourd'hui de driver notre décision thérapeutique d'éventuelle chirurgie sur la base d'un impact de quelques nodules, en sachant qu'il existe une hétérogénéité, pas dans ces cas, mais dans Tu as certaines raison. hétérogénéité, je trouve que le pas est loin, surtout parce qu'avec Michel Duclos, on y est quand même tombé des dents, avec un malade commun chez qui on a reculé pour un deuxième temps devant une réponse histologique complète sur le premier nodule. Et c'est terminé en radioembolisation 2 ans plus tard, transmettre, et finalement, hépatectomie droite de recours. Et il faut avancer tous ensemble encore dans la sélection de ces malades. Probablement, on n'a pas abordé, mais le choix en fonction de mutation, comme ils le font les oncologues, peut-être l'avenir l'appliquer en chirurgie. Il y a des études qui montrent que la stratégie chirurgicale anatomique en fonction de mutation peut apporter quelque chose. Il y a des essais randomisés qui sont en cours, aux Pays-Bas notamment, et en Allemagne. Mais bon, on est encore loin de tout ça, mais il faut avancer tous ensemble. Il y a d'autres questions de la salle. Est-ce que le nombre de métastases compte dans la sélection des malades pour définir une chirurgie comme futile? Honnêtement, je ne pense pas, sinon on aurait arrêté de travailler depuis un petit moment. Mais ça compte. Oui, mais ça explique également l'hétérogénéité dans la définition de l'exécabilité, parce que on sait bien que si il n'y a pas une équipe qui est motivée derrière, donc on voit un foie avec plein de lésions, on fait plus facilement marche arrière. Mais c'est pas forcément le nombre qui compte le plus, au moins, je suppose. Ouais. Regardez les segments qui sont épargnés. Ouais. S'il y a 3 segments épargnés, honnêtement, le nombre n'est pas très important. Ouais. Après, il y avait une question concernant les marges. Est-ce que la marge est définie, le plan de résection est défini sur la base de la lésion initiale pour définir la marge ou sur la base de l'imagerie post-chimiothérapie? Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. C'est que la l'imagerie post-chimiothérapie aujourd'hui est capitale et on ne l'a pas abordé parce qu'à l'époque, on ne l'avait pas, l'IRM Primovis. Aujourd'hui, quelque chose qui a complètement changé l'histoire de ces types de malades. Aujourd'hui, on va engouffrer nos IRM avec ce type de produits de contraste parce qu'on retrouve beaucoup plus de lésions. Et c'est indispensable en préopératoire. On va dire que tous les malades qui passent en RCP un peu le Primovis. Sinon, ce n'est pas la peine de faire des cartographies préopératoires dans la mesure du possible. Et après, finalement, sur le pulmonaire, on montre bien que c'est une maladie systémique. Hein, que ceux qui vont s'en passer, une maladie systémique dans laquelle nous, on peut apporter un petit espoir, parfois de bons résultats, mais ça reste. Et il y a une autre question. Y a-t-il une place pour les ALPS dans les hépatectomies majeures de métastases hépatiques colorectales? Alors, moi je donne mon avis, hein, je laisse parler d'avis. Si on prend les papiers, il faut donner le mérite aux gens qui font des essais randomisés qui y arrivent à aller jusqu'au bout. L'essai randomisé norvégien est positif. C'est-à-dire qu'en termes de faisabilité, ALPS fait 93% versus dans leur étude, 67% l'hépatectomie en 2 temps. Néanmoins, les essais, il faut aussi arriver à les interpréter. Il y a beaucoup de critiques qui ont été soulevées vis-à-vis de ce papier. Personnellement, je pense que le nombre de métastases médian du papier était quand même relativement faible. C'était 7 ou 8. Il y a énormément d'échecs de deuxième temps pour une absence d'hypertrophie du foie restant, parce qu'on faisait surtout des ligatures, et donc il y a beaucoup de crossover. D'arriver à faire la part des choses quand on regarde les survie. Personnellement, nous, les ALPS, on utilise un cas d'échec de l'embolisation ou de la déprivation. On va pas pallier. Randomisation déjà dans l'essai hyperlib. Si on n'est pas randomisable, embolisation portale. Si ça ne fonctionne pas, déprivation. Si ça ne fonctionne pas, ALPS. Mais après, c'est vrai que ouais, si ça ne fonctionne pas, chimiothérapie aussi. Hein. Sans doute. Je pense qu'il y a. S'il y a une réponse complète sur les métastases hépatiques après chimiothérapie périopératoire, on propose toujours les métastatectomies. Peut-être que je n'ai pas compris la question, mais
sauf dans les états de temps, c'est clair. La question, effectivement, c'est les débats que soulevait David tout à l'heure. Si on parle de réponse complète morphologique, ça reste quand même discutable, ça dépend du nombre de lésions. Bah oui, exactement. Leur localisation, si elles sont sous-capsulaires, on n'a pas la même stratégie qu'elles sont intraparenchymateuses. Et puis, le terme de réponse complète, elle tient vraiment compte de l'IRM. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse complète sur un scanner, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait plus de signal sur les séquences de diffusion en IRM. Et là, vous allez voir qu'en fait, des missing, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a évidemment, mais c'est pas le fond en fait, ce n'est pas vraiment le problème. Et puis, si la réponse à la chimiothérapie a tellement bien marché, bah, vous savez quoi? Continuez. Et puis, il y a un moment, elle marchera probablement un peu moins bien. Et puis, si les lésions reviennent, eh bien, on sera toujours là. D'accord? C'est ça qui est important. Ce n'est pas un pistolet à une seule balle. Il y a plusieurs cartouches. Et donc, ce n'est pas très, très grave. C'est des malades chroniques. Et on avait l'attitude locale de Gustave, c'était de proposer la CIH aussi en cas de missing. C'est aussi pour répondre à une des questions, qu'est-ce qu'on fait pour réduire la récidive hépatique après hépatectomie. Alors, il y a ce travail d'Elena Fernandez, qui est un cours d'écriture, qui a été présenté à la SCD l'année dernière, montrait que dans les missing, ils étaient des principes de la chirurgie. Il y avait néanmoins toujours 80% de cellules tumorales, le même taux exact qui était présenté par moi il y a 20 ans. Et qu'est-ce qu'on fait pour réduire les risques de récidive? Les CPHA et COMPLUS, c'est des phases 2 qui comparent oxaliplatina carbo-intra-artérielle versus IV chez les malades qui avaient reçu une réduction de toutes les 4 métastases hépatiques. Les résultats seront présentés à la SCO donc la semaine prochaine. Donc, nous serons bientôt disponibles. Je vous remercie tous parce que là, ça fait déjà 1h30 qu'on est là. Oui, il est 23h, tout doit coucher ses enfants, je crois, non? Donc, merci à tous les intervenants, à tous les participants, à Gustave aussi, et aussi à David, à notre expert. Merci Max, et merci à tous, félicitations à tous, hein. Magnifique présentation. Merci beaucoup. On espère avoir répondu à vos questions et avoir permis d'avancer un peu dans la de ces malades qui restent complexes et qui reste quand même très passionnant pour nous. À bientôt. Merci, Monsieur Ducrot et Monsieur Debert. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, Merci à tous, au revoir. Au revoir. Toutes et à tous. Merci, au revoir.